Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, nouveau format interview. Donc aujourd'hui, je suis avec Marzio Naldi. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est bien. Et donc aujourd'hui, Marzio, il a beaucoup d'expérience. Tu vas nous partager un peu tout ça. Ouais. Et la première question, du coup, c'est tu peux un peu te présenter. Bon, comme on dit, je m'appelle Marzio Nardi, j'ai 56 ans et j'ai débuté mes escalades à 15 ans et après j'ai jamais arrêté, j'ai plus arrêté. Et en fait, mon travail, ça roule autour du monde de l'escalade depuis les années, disons, 97. 97, quand j'ai ouvert une des premières salles d'escalade en Italie. Et à part ça, j'ai un peu roulé autour du monde de l'escalade parce que j'étais, comme on disait, ouvreur. J'étais technique de l'équipe italienne pour quelques années. Et juste avant, j'étais aussi champion italien d'escalade de 87-88. Okay. Donc, mon expérience c'est beaucoup autour de l'escalade et comme on dit souvent dans les podcasts, une fois qu'on a commencé la grimpe, souvent il y a toute notre vie qui gravite autour de ça. Ouais. Donc là, c'est un super exemple et c'est vraiment trop bien. Du coup, tu nous as dit que tu as été athlète du coup, donc tu as été champion d'Italie 87 et 88, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'était champion de bloc, de difficulté? Est-ce qu'il y avait une différence entre les deux à l'époque disons qu'il n'y avait pas de différence parce que le 87, c'est juste 2 années après la première compète historique à Bardonecchia, justement en Italie, et on faisait que des compètes de diff. Ouais. Il y avait le bloc, il était introduit, alors disons 88 peut-être quelques années après. Ouais. Non, disons à niveau international, la première Coupe du Monde, je pense qu'il soit de 97. Ok, d'accord. Ouais, un peu avant les années 2000, quoi. Ouais, juste un peu avant des années 2000. Okay, et donc à l'époque, on faisait que de la diff. Ok. Donc du coup, tu as dit que tu as commencé à grimper quand tu avais 15 ans. Ouais. Du coup, tu grimpais, j'imagine, beaucoup en falaise parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de salles d'escalade. Non. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu comment tu as commencé à pratiquer Ouais, à quoi ça ressemblait ta pratique de tes 15 ans jusqu'à ce que tu deviennes un peu champion Ok, je pratiquais dans un bloc à côté chez moi. En fait, il était une nécessité pour faire quelque chose, pour pratiquer quelque chose. Il y avait un bloc en extérieur, pas loin. Ouais, un extérieur, ouais. Okay. Dans un bois, juste à quelques kilomètres chez moi, et j'avais ces blocs. Il y avait des gens qui allaient grimper, donc je me suis un peu fermé un jour et je me suis passionné à ça. Et disons que pour les premières années, c'était mon monde d'escalade, il s'est limité à ce bloc. Okay. Et après, j'étais voir la première compète à Bardonecchia. Okay. Et bon. Tu t'es dit pourquoi pas moi? Ça a l'air vraiment bien les compétitions. Ouais, exactement. Okay. J'ai essayé. En fait, c'était surprenant comme je me suis trouvé disons fait pour grimper. Ouais. Vraiment. Ok, super intéressant. Et du coup, plus pour la partie un peu performance, qu'est-ce que tu as fait un peu du coup en termes de performance, que ce soit en falaise, en compétition, du coup tu nous as déjà dit que tu as été deux fois champion. Voilà, si tu peux un peu nous détailler. Oui, disons qu'en falaise, j'ai fait ici en France une voie mythique. J'ai répété l'ESPE au début des années 2000. Et puis j'ai fait le premier Wita de bloc italien. Okay. En fait, parce que dans la partie finale de ma carrière, disons de pro, parce que j'ai vécu un peu comme un pro climber. Et c'était l'ouverture. Je me suis passionné au bloc. Seulement au bloc, et j'ai ouvert le premier Wita italien qui s'appelle Icaro. Ok. C'est dans quel secteur, si ça a un nom? Ouais, c'est tout un petit bloc là, vers chez moi, dans la Collina Morenica de la Val di Susa, et que c'est
une partie d'Italie assez historique parce que c'est là qu'il a débuté vraiment l'histoire de l'escalade italienne. Ok. Ouais, donc pionnier du développement de l'escalade. Oui, c'est plutôt ça que je fais. Hein. Ouais, c'est hyper intéressant. Et en falaise, du coup, t'as déjà fait des croix, enfin, que ce soit en Italie ou ailleurs. C'est quoi un peu disons une performance qui t'ont marqué, où tu te souviens vraiment de ça, où tu te dis, waouh, ça, je suis fier de moi d'avoir fait ça. Ouais, je pense que vraiment c'est la répétition de l'ESP, parce que c'était un voie mythique. Et donc, ben, je suis parti chez moi avec l'idée d'aller faire cette voie pour toute la question mythique de Edlinger. Ok. Pour ceux qui connaîtraient pas, du coup, qui nous écoutent, enfin, c'est quoi du coup cette voie? Elle est où? C'est au Verdon, c'est une voie à Verdon. C'était le premier 8C qui était ouvert par JB Tribou. Et après, disons dans un guerre intestine dans la France, juste quelques jours après, Edlinger il l'avait répété et il l'avait décoté. Okay. Et donc, il y avait cette guerre un peu d'ego. C'était beau. Elle était vraiment une voie mythique pour toute l'histoire qu'il y avait derrière à cette voie. Ouais, incroyable. Bah, en plus, c'est toujours d'actualité, ces histoires de décoter des voix un peu pour tout ce qui est la partie égo et tout. Et moi, mais à l'époque, c'était fort. Vraiment, je me souvenais des grandes batailles, disons. Mais il n'y avait pas, une fois, il n'y avait pas que la perf, mais il y avait une histoire. Derrière, à chaque voix, il y avait une petite histoire. Une histoire historique. Mais c'est trop intéressant de savoir ça. Comme tu dis aussi, moi, j'adore. Là, en ce moment, je pratique pas mal le bloc en extérieur. Du coup, moi, c'est dans la région de Montpellier. Du coup, c'est plus vers le sud de la France. Mais par exemple, j'étais avec un ami du coup là qui s'appelle Olivier, qui a ouvert le premier 8A de la région de Montpellier, qui m'a emmené dans la grotte, qui m'a montré, etc. À la chapelle, vous rappelez la chapelle? La Capelle, ouais. La Capelle, ouais, la Capelle. J'étais là. Et donc du coup en fait c'est hyper intéressant d'avoir cette historique en fait, parce que tu te rends compte que il y a des personnes comme toi du coup qui sont acteurs de la discipline, que la discipline se développe grâce à ça, que si les personnes comme toi n'étaient pas là, il y aurait pas eu tout ça, il y aurait pas eu ce développement de la discipline et tout. Et moi je trouve ça hyper intéressant. C'est pas comme les autres sports on va dire un peu classiques. Je sais pas, je prends un exemple au pif comme l'athlétisme. Le 100 mètres ça reste le 100 mètres et ok il y a des légendes historiques machin truc, mais bon l'activité en elle-même ça reste la même, c'est courir le plus vite possible sur 100 mètres. Alors que l'escalade c'est tellement plus varié. Il y a le bloc, la diff, enfin maintenant il y a même la vitesse, il y a différents profils, et puis il y a la droite. Oui, c'est ça. Et tu peux bouger, tu peux voyager. T'as pas de, comment on disait, de frontières. Des frontières. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est un des rares sports où voyager, c'est vraiment utile dans le sens où tu peux pas retrouver des profils de certains pays dans d'autres et tout. Et ça, c'est trop intéressant, je trouve. Et plus pour revenir sur le côté professionnel, du coup, tu nous as dit que ta vie professionnelle gravitait un peu autour de l'escalade. Est-ce que tu te souviens un peu dans quel ordre tu as fait quel métier en rapport avec l'escalade? Si en plus, tu peux un peu nous faire un historique et un peu un partage d'expérience par rapport à ça, du coup. Bon, disons que moi, j'ai débuté de 85 et j'ai terminé mes études et j'ai fait l'étude de sport. Juste après l'étude de sport, parce que je me suis passionné, disons, à l'entraînement aussi. Et après les championnats d'Italie, j'ai encore fait quelques années de compète, aussi en Coupe du Monde. Mais disons, c'était pas mon but, effectivement, ça. Sûrement parce que j'étais pas si doué comme les autres. Et après, c'est une question des choix. Et j'ai choisi plutôt la question performance, l'entraînement. Et en fait, je suis devenu CT, technique de l'équipe d'Italie. Une des premières équipes d'Italie, l'équipe d'Italie où il y avait Christian Bren, Alberto Nierro, Zardini, qui sont des noms. Mais Christian Bren, il a fait un podium en Coupe du Monde dans les années 2000. Que sont des personnages qui en Italie sont devenus mythiques pour son apport dans les compétitions. Et après ça, je me suis concentré aussi sur l'ouverture. J'ai ouvert le master, Rock Master d'Arco jusqu'à le 2001. Ok. Ouais.
En plus, c'est une compétition qui est tellement mythique, Oui. même pour la communauté des grimpeurs. C'est vraiment un événement où tout le monde a envie d'aller au moins une fois, je pense, même en tant que spectateur. Ça a l'air incroyable. Et ça, c'est sur ma liste de trucs à faire dans le monde de l'escalade. Mais waouh, incroyable, ok. Ouais, et là, il y avait vraiment les noms plus mythiques du moment de l'escalade. Et bon, ça, c'était un grand honneur, c'est rapproché à cette champion, non? Et puis, bon, je me suis concentré sur ma salle. J'ai ouvert ma première salle dans le 97, c'était une des premières salles d'escalade en Italie. Ok. Et de là, on a grandi et on est venu maintenant assez grand. Vous avez plusieurs salles? Ouais, non, on est resté qu'une salle. C'était en gestion. Il est resté, je trouve, en gestion très familiale. Ok. C'est qu'on était franchise, d'avoir plein de salles. C'est qu'on était au début, on est maintenant, on est trois et on est resté ça. Et bon. J'adore ces atmosphères un peu, comme tu dis, familiales dans Ouais, les salles d'escalade. c'est restant. Donc, si je refais un petit résumé, entraîneur du coup, pour l'équipe d'Italie, ensuite ouvreur, et après plus le côté gestion gérant de salle. Et depuis, tu m'as aussi dit, du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Du coup, là, pour ceux qui n'ont pas remarqué, parce qu'il n'y a pas le décor sur la vidéo, parce que vous écoutez en format audio, on est à la maison La Sportiva, qui est un événement éphémère pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui nous donne ce genre d'opportunité de pouvoir se rencontrer, alors peut-être qu'on se serait jamais croisé ailleurs. Enfin, ça, moi, je trouve ça trop bien aussi dans l'escalade, c'est qu'il y a tout le monde qui fait un peu son petit parcours de son côté, et des fois, il y a des événements comme ça qui croisent les chemins, et je trouve ça vraiment bien. Et donc, du coup, tu nous as dit que tu étais un peu, maintenant, ambassadeur de la marque depuis longtemps. Est-ce que tu peux un peu nous faire un historique de ça, ton parcours avec La Sportiva, du coup, est-ce que tu as été d'abord sponsorisé en tant qu'athlète, est-ce que après ça a changé en termes d'ambassadeur, etc. Si tu peux un peu nous faire un petit historique. En fait, ça fait 30 ans que je suis chez La Sportive. Ils m'ont pris que j'étais tout petit, j'avais 16 ans, juste une année après de mon début dans l'escalade. Et nos rapports, ils avancent depuis 30 ans. Et au début, c'était un rapport, disons, plus professionnel, lié à mes performances en escalade, comme toutes les athlètes. Après, j'étais test des chaussons. Okay. Et donc, j'ai participé au développement de certains process de création, de certaines chaussures. Et maintenant, de temps en temps, je continue à être dans le team de La Sportive, surtout sur les événements comme celui-là. Je me suis occupé, disons, pour structurer toute la question de workshop qu'on ira faire cette semaine avec différents athlètes. Il y aura différents athlètes qui viennent ici. On a divisé les workshops par niveau, juste pour avoir le même niveau sur chaque workshop. Ouais, j'ai vu, ça a l'air vraiment bien l'organisation, niveau débutant, expert, etc. Ouais. Enfin, ça a l'air vraiment top, même pour le public, je trouve. Enfin, du coup, chacun peut un peu y trouver ce qu'il a envie de venir chercher. Ouais, ça a l'air vraiment bien comme organisation. Enfin, moi, j'ai hâte de faire un peu toute la semaine là, voir un peu tout ce que l'événement a à proposer, et ça a l'air vraiment top. En plus, à part ça, on a des grands noms comme Alex Huber qui verra, il fait un workshop. Alex Huber, il est un personnage mythique à niveau international, surtout pour les grandes montées en Yosemite. Et il fera un workshop et avec lui des athlètes de l'équipe de France. Okay. On aura donc on peut se rapprocher à des légendes de l'escalade sur rocher, et plutôt que des athlètes de haut niveau de ce jour-là. Ok, super intéressant. Je pense qu'on a un peu fini la partie présentation. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est trop intéressant. Là, on va rentrer un peu plus sur la partie entraînement, parce que c'est un peu du coup le sujet du podcast. La question du coup que j'ai envie de te poser, c'est plus un point de vue sur
ton point de vue personnel sur l'entraînement en escalade en général. Voilà, comment tu vois personnellement l'entraînement en escalade, si tu peux un peu me détailler. Disons que c'est par rapport à ce qui s'est passé avant, il a beaucoup changé, il a évolué énormément par rapport à les années 80, 90, disons au début de sciences entre guillemets de l'entraînement. Les athlètes maintenant ils sont des vrais athlètes par rapport à ce qu'on était nous au début, parce qu'on concentrait surtout notre attention sur la partie finale, disons des flexeurs des doigts et surtout pour se tenir à des petites prises. En fait, l'escalade une fois c'était des dalles verticales et sur des petites prises. La difficulté on la va chercher là. Et maintenant, les athlètes sont des vrais athlètes, disons, comme des athlètes de la gymnastique artistique, non? C'est ça. Donc, toutes les muscles ils sont bien développés et en fait, et ça à cause des voies qui sont changées. L'ouverture aussi, elle était changée. Le style de voix. Et donc, les athlètes, ils sont s'adapter aux contraintes de la voie. Exactement. Ok, c'est super intéressant ce point de vue parce que, comme tu dis, l'escalade en extérieur, c'est surtout au niveau des avant-bras. Si tu tiens pas la prise, c'est foutu. Alors que la grimpe moderne, on va dire, c'est beaucoup plus des grosses prises, du physique, les épaules. Et en tout cas, ils sont très forts doigt. Et ça, mais maintenant, il y a besoin de tout le reste, quoi. Tu peux plus juste être exactement. fort à doigt et performer en compétition. Il faut être fort partout maintenant. Et ok, c'est vraiment la grosse différence selon toi. Et donc, la partie physique, il a grossi et les conséquences aussi, les autres parties, ils ont une importance énorme. À niveau technique, à niveau tactique, là, c'est maintenant une compète, disons sur un compète de bloc, tu l'as fait, ok, au niveau physique, mais les plus forts en Coupe du Monde, je pense qu'ils ont le même niveau physique. Ouais, ça c'est un point qui revient souvent aussi dans les podcasts. Et donc, ta compète, tu la gagnes au niveau tactique, comme, surtout sur les blocs. Gestion des efforts. Exactement. Il faut se connaître à fond. Ouais. Ok, donc là on a beaucoup parlé du coup de la partie physique, ce qui avait changé entre avant où on pratiquait surtout en falaise et la partie maintenant vraiment compète où on a besoin, on va dire maintenant d'être fort sur tout le corps, pas juste sur les doigts. T'as parlé du coup aussi de la partie tactique qui est hyper important dans les compétitions maintenant. Pour les auditeurs là qui nous écoutent, vous avez peut-être l'expérience des contests dans les petites salles où il y a par exemple 30 blocs à faire en 2 heures. Ça c'est un format qui se fait beaucoup en France en termes de compétition. En 2 heures on n'a pas le temps de mettre 5 essais par bloc dans les 30 blocs, etc. Donc comment gérer son effort, c'est hyper important. Donc c'est ce que tu disais, la partie vraiment tactique. Et est-ce que du coup la partie mentale, ça a changé aussi selon toi, ou est-ce que tu as vu une évolution à ce niveau-là? Est-ce qu'avant on prenait pas en compte du tout le mental? Est-ce que maintenant on le prend un peu plus en compte? Voilà. Je pense que maintenant on va regarder tout ce qui fait la compète ou la performance. Et donc dans le passé, on se concentrait surtout sur la part physique. Maintenant, la part mentale, il va être aussi très important. Je sais pas vraiment, j'ai perdu un peu de mes connaissances sur les techniques d'entraînement maintenant, mais je vois que de plus en plus les athlètes ils se rendent compte que là dans la tête ça joue beaucoup, la tête ça joue beaucoup. Et en fait, il faudrait des entraînements différents. Pour chaque partie de la compète. C'est ça, on est habitué à avoir juste un coach qui fait un peu tout. Qui fait un peu tout. Maintenant, pour augmenter la performance, il faut être vraiment très très spécial sur chaque partie de... surtout que, comme tu dis, chaque athlète a un peu des besoins différents. Il y en a qui vont avoir besoin d'un gros soutien mental et pas trop sur le physique. Il y en a, ça va être l'inverse. Et comme tu dis, moi, je trouve ça hyper intéressant de diviser, c'est-à-dire d'avoir un préparateur physique, un préparateur tactique. Donc, on pourrait appeler ça le head coach un peu, qui va dire aux athlètes, là, tu fais tel bloc dans tel ordre, etc. Et qui va pas du tout s'intéresser à la partie prépa physique. Un préparateur mental qui va pas du tout s'intéresser aux 2 autres parties, qui va vraiment être focus dans sur les autres sports, les plus grands sports, ça marche comme ça. Aussi, l'escalade, ça va
Ça va évoluer. Ouais, ça va Puis on le évoluer. voit beaucoup aussi maintenant où il y a pas mal de collaborations entre les coachs qu'on pourrait appeler les head coachs un peu et les kinés. Ouais. Donc tout ce qui est prévention des blessures, etc. Ça commence vraiment à arriver, même dans les staffs Oui. professionnels. Donc moi je pense que bientôt dans quelques années, hein, ça va pas non plus être dans 10 ans, il y aura, comme tu dis, vraiment beaucoup plus déjà de moyens dans l'escalade. Donc il y aura plus de personnes embauchées dans les staffs et il y aura forcément des préparateurs techniques, mentaux, des analystes vidéo peut-être Oui. qui vont faire que de l'analyse vidéo, qui vont dire voilà tac tac tac, même avec tout ce qui est intelligence artificielle maintenant on va pouvoir pousser l'analyse de la grimpe encore plus loin. Oui. Ça me passionne aussi en tant que coach parce que moi du coup je fais des coachings et tout à côté. Ouais. Et la partie vraiment analyse vidéo, c'est une grosse partie du coaching, surtout à distance. Et avoir des infos, par exemple, où il y aurait une intelligence artificielle qui va calculer directement les angles, etc. Et puis en plus, avoir une analyse de coach par-dessus ça, moi je trouve ça hyper intéressant. Et c'est déjà en train d'arriver, donc je pense que ça va faire une grosse différence. Bien. Ouais. C'est pas les petits entraînements que nous faisons. Mais du coup, moi la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est est-ce que, selon toi, c'est quoi la plus grosse différence entre l'entraînement à l'ancienne, on va dire, comme toi, tu aurais pu expérimenter au cours de ta carrière, et les entraînements un peu modernes? S'il y a un truc qui te vient en tête comme ça, un peu la plus grosse différence entre les deux, ce serait quoi? Ouais, disons que au début, on s'entraînait juste pour se défoncer, disons. Le but de la séance d'entraînement, c'est vraiment de se défoncer. Et maintenant, c'est très très plus spécifique, non? Et il y a une analyse de la performance, disons en compète, et des conséquences. L'entraînement, c'est très spécifique à ceux qui la perf. À l'époque, on savait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le nos corps. Les dynamiques de récupération. Exactement. C'était un peu l'entraînement à muerte, j'ai l'impression, et c'était ça à tous les entraînements, quoi. Exactement. On entraînait, à l'époque, on entraînait surtout qui s'appelait la Conti. Donc, vraiment des parcours très très longs. Et bon, juste vraiment pour se défoncer les avant-bras. Mais au final, c'est une stratégie qui est de moins en moins utilisée parce que les gens trouvent que c'est long, que c'est pas agréable, etc. Ouais. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est hyper important de développer ça. C'est un peu la base, disons, où on part de là et après on construit. C'est un peu l'équivalent de la VMA pour les athlètes de course. Oui. Vous avez beau faire du sprint, il faut quand même une très bonne VMA pour soutenir les entraînements, les dynamiques de récupération, etc. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se perd beaucoup. Et je pense que c'est aussi dû au fait que les salles, maintenant, c'est des ouvertures très commerciales où il y a beaucoup moins possibilité de faire des circuits sur un pan, etc. C'est quoi ton avis un peu par rapport à ça? Enfin, on faisait que des circuits très rarement du bloc. Et c'est maintenant c'est plutôt les blocs il a pris la partie de ce que nous faisait. En fait, les nouvelles ouvertures, ils sont des sections de blocs. En fait, si on va regarder avec des. Ouais, pour la diff. Pour la diff, ouais, je parle de diff. En fait, comme si c'était plein de blocs empilés, en fait. Oui, exactement. En fait, les plus forts, ils sont pareils dans les blocs. Ils sont toujours les mêmes athlètes qui sont dans. Ouais, le top du bloc souvent est aussi un peu dans le top de diff. Oui. Parce que c'est lié. Et ok, donc c'est hyper intéressant cette partie un peu. Avant, on faisait beaucoup de circuits sur des pans, etc. Peut-être aussi parce que les salles étaient plus petites. Du coup, il n'y avait pas autant de place pour ouvrir des blocs. Que salles, on avait des gymnases, des murs dans la cave. Oui, c'est ça. Toutes les. C'est ça aussi, des petits pans à la maison. Les plus forts de l'époque, on avait les murs à la maison, exactement. J'ai l'impression que c'est un thème qu'on retrouve beaucoup aussi aujourd'hui. Souvent, les personnes qui ont un pan chez eux sont plus forts que le reste parce que ils peuvent s'entraîner peut-être un peu plus souvent. Ça économise du temps de trajet pour aller à la salle. Exactement. Donc on peut faire des petites séances un peu express. Des fois, juste 1 heure à faire du bloc un peu intense, ça peut être suffisant pour avoir des gros gains de force. Tout seul. Et moi, j'ai remarqué aussi en tant que coach, des personnes avec qui je travaille, qu'il y a ce sentiment où on a envie de rentabiliser les séances en termes de temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire 30 minutes de transport à l'aller, 30 minutes au retour, si je lui dis là aujourd'hui tu fais une séance
séance que de 1 heure parce que c'est le mieux pour toi, tu dois juste forcer à fond pendant 1 heure et tu t'arrêtes là, il va me dire bah ouais, mais j'ai l'impression que j'ai rien fait, j'ai envie de faire plus de volume, plus de temps, etc. Mais moi, en tant que coach, je sais que pour cette personne-là, dans ce cas particulier, c'est pas ce dont elle a besoin et ça va la fatiguer encore plus, etc. Du coup, c'est compliqué à gérer comme ce genre de situation parce que tu sais ce qui est idéal en théorie pour la personne, mais elle a ce sentiment de toujours vouloir faire plus, etc. Donc du coup, il faut que tu trouves un peu des entre-deux. Moi, je trouve que ça se joue aussi pas mal sur l'échauffement. Ces personnes-là, par exemple, je vais leur faire un échauffement peut-être un peu plus long. Comme ça, elles ont l'impression d'avoir plus grimpé, alors que c'est plus psychologique. Et au moins, après, je suis sûr qu'elles sont vraiment bien échauffées et qu'elles vont vraiment bien forcer. Mais voilà, il y a ce truc-là de rentabiliser les séances. Je trouve que c'est un thème qui revient souvent et moi, je trouve que c'est un peu dommage de penser comme ça, dans le sens où souvent, comme tu disais, bah, quand t'es cuit, quoi. Faut arrêter. Et des fois, c'est même le but de la séance d'être vraiment fatigué. Surtout quand on s'approche des échéances importantes ou qu'on a une préparation spécifique pour une voie en extérieur ou quoi, plus on se rapproche de la période de performance, plus il faut augmenter un peu le volume, puis après rediminuer un peu pour avoir le temps de récupérer. Et du coup, là, pour axer un peu plus les questions sur la partie entraînement personnel, à quoi ça pouvait ressembler une semaine d'entraînement quand tu étais compétiteur du coup à l'époque? On divisait plutôt la partie à sec. La partie sur poutre, poids lourd et ça, et la partie escalade, et partie grimpe. Donc on tenait, disons, plutôt la partie un peu plus force, bloc, mais même pas bloc, plutôt on faisait des circuits assez courts. C'était ça. C'est quoi à peu près un circuit court pour toi? Combien de mouvements? 12-15, on faisait ça. Et tout le reste de la semaine, on allait grimper surtout en rocher, parce que il n'y avait pas des murs d'escalade. Surtout à l'époque en Italie, on n'avait pas de murs avec cordes et il fallait s'entraîner pour la diff. Donc, du coup, tu étais obligé d'aller en falaise. Et donc, disons que c'était une époque assez amusante parce que on tournait pour grimper, pour se donner, pour s'entraîner, et c'était surtout l'occasion pour voir des sites d'escalade, des gens, et c'était, disons, une époque surtout explorative. Ouais. Mais c'est hyper intéressant. Donc moi j'appellerais ça un peu de la résie courte, on va dire, d'entre 12 et 15 mouvements, comme tu disais. Après, bon, on peut un peu l'appeler comme on veut, mais l'important c'est de se dire, ok, il faut que ce soit à peu près 12-15 mouvements, assez intenses. Donc j'imagine que tu étais assez proche de l'échec, voire même carrément à l'échec. Avec un bon récupération entre les deux. Tu prenais combien de temps de récup à peu près sur alors je faisais, disons, 7 minutes. Et après 3 séries, on faisait 15-20 minutes, juste pour essayer de tenir la qualité. Donc en fait, tu faisais un circuit de 12-15 moves, 7 minutes de repos. Exactement. Ça, tu le faisais 3 fois. 3 fois. Après, tu prenais 15 minutes de repos. Exactement. Et tu refaisais et en essayant de tenir toujours l'intensité presque. Ouais, pas trop sentir la fatigue entre. Et tu arrêtais la séance quand tu sentais que c'était trop niveau fatigue, ou tu te disais bon bah aujourd'hui je fais 3 séries, peu importe ma fatigue. Quand je n'arrivais pas à tenir, disons que si je m'entraînais sur un circuit qui c'est le 80% de ma intensité max, non ça. Ouais, c'est ça. De que j'arrivais pas à le refaire, donc j'arrêtais. Si j'arrivais pas à tenir le même niveau d'effort pour les séances. Super intéressant. Ok. Donc ouais, beaucoup basé là-dessus. Et tu disais que du coup, vous sépariez la prépa physique, donc la partie, ce que tu disais sec, de la partie grimpe. Est-ce que vous faisiez sur la même journée? Est-ce que tu le faisais sur un jour séparé? Est-ce que par exemple tu faisais des suspensions lestées le matin et après tu faisais de la résie courte l'après-midi? Exactement, c'est plutôt. Comment ça s'organisait un peu C'est plutôt comme ça. Je faisais la partie avec les poids lourds
disons la matin, donc les suspensions, les tractions sur les réglettes, surtout sur les réglettes, et dans l'après-midi, plus en partie d'escalade. Ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est un concept de transformation de force, c'est-à-dire on entraînait une district musculaire, disons le biceps, non? On faisait comment appeler le curl. Ouais, le curl biceps. Ouais, le curl biceps. Okay. Et juste après, juste à côté, on faisait un circuit sur les inversés pour transformer la force que j'ai stimulée avec peu une sorte de pré-fatigue. Exactement. Enfin, nous, on appellerait ça un peu de la pré-fatigue en prépa physique, où tu vas travailler ton biceps avec les curls, donc en fermant le bras pour ceux qui voient la vidéo. Ouais. Et juste après, tu allais faire des inversés sur le mur. Exactement. Pour avoir cette stimulation où tu as un peu stimulé spécifiquement le muscle dont tu as le plus besoin pour les inversés, puis après faire... Exactement. Okay, et là, c'est vraiment une des premières choses qu'on avait noté qu'il apportait quelque chose il t'est donné quelque chose. Ouais, mais je trouve que c'est intéressant parce que même si d'un point de vue purement scientifique, on pourrait se dire que en fatiguant un peu le biceps, on va être moins fort sur le mur, sur les inversés. Mais je pense que comme ça va créer des connexions nerveuses où le corps va se dire ok, là mon biceps il est activé, je sais recruter mon biceps, peut-être que du coup sur le mur tu vas être dans une meilleure position parce que tu vas forcer un petit peu plus et du coup tu vas beaucoup progresser aussi. C'est l'utilisation du muscle très spécifique, stimulé en façon spécifique sur les gestes. Ouais, mais c'est hyper intéressant comme approche et ça après souvent c'est une question de matériel, c'est-à-dire que c'est pas forcément applicable pour tout le monde parce que si t'as pas le matériel pour faire le bon exercice et que t'as pas le pan associé, juste à côté, non, ça peut très vite devenir compliqué. Mais si t'as le matériel, c'est une super approche, c'est hyper intéressant. Ouais. Et tu grimpais combien de jours par semaine? Enfin, est-ce que tu te souviens un peu il y avait combien de jours d'entraînement, combien de jours de repos dans la semaine? Est-ce que vous preniez beaucoup de jours de repos à l'époque ou pas? Non, malheureusement, on prenait jamais des jours de repos. Il y avait des gens qui s'entraînaient 7 jours sur 7. Ouais, 7 sur 7 pour des mois. Et à la fin, il se disait, putain, non, je bouge pas, je suis fatigué. Pourquoi je m'entraîne et je bouge pas. On n'avait pas un grand concept de récupération en fait. Et donc la qualité de notre entraînement, elle se dégradait un peu. Elle s'est dégradée, sans récupérer assez. Et toi personnellement, tu faisais quoi à peu près, si tu te souviens? T'as été dans ce schéma-là un peu de je m'entraîne tout le temps? Ouais, carrément. Tout le monde il est passé de là à l'époque. Et donc c'est pour ça en fait que j'ai commencé un peu mes études de sport. Ok. Pour avoir plus de connaissances par rapport à ça. Exactement. Et après, une fois que tu as eu un peu ce recul, à quoi ça pouvait ressembler un peu ton entraînement? Est-ce que tu prenais plus de jours de repos? Comment tu gérais un peu? Combien d'entraînements par semaine? Disons qu'on faisait jamais plus que 2 jours. Normalement, on faisait 2 jours de repos, 2 jours d'entraînement, un de repos. Okay. Et les journées, il était très spécifique sur un type de force, c'est-à-dire force pure, alors que ça, au conti et que ça. Ouais, vous mélangiez pas dans les jours. Non, on mélangeait pas. Tu faisais pas par exemple de la force le matin et de la conti l'après-midi. Exactement. Tu faisais de la force le matin, de la force l'après-midi en grimpant du coup. Exactement. Et le lendemain peut-être de la conti le matin et de la conti l'après-midi. Enfin, voilà. Ok, super intéressant. C'est quelque chose qu'on fait aussi maintenant. Enfin même moi personnellement. C'est pour éviter ce qu'on appelle les interférences. Ouais. Parce que souvent, si on va entraîner la force et que juste après on entraîne l'endurance, on a moins de gains sur les deux en même temps parce qu'il y a de la fatigue qui a été générée, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Et aussi, du coup, pour la durée des séances, tu l'as dit, c'était vachement axé sur la fatigue. C'est-à-dire que dès que tu sentais que tu étais fatigué, tu arrêtais la séance. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir ce recul-là en fait et de l'avoir eu déjà à l'époque. Et du coup, la question suivante, c'est tu disais maintenant que tu grimpes plus pour le plaisir, plus trop pour la performance du coup. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a changé dans ta pratique? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs aussi qui grimpent juste pour le plaisir, mais qui souhaitent quand même avoir les bonnes pratiques, par exemple bien s'échauffer, etc. pour éviter les blessures. Est-ce que, à quoi ressemble ta pratique actuellement en mode un peu grimpe plaisir, on va dire? C'est la partie échauffement, c'est très important, surtout quand t'as
partie qui commence à être usée. Donc, Par rapport à l'ancienneté. ouais. Et bon, ce que je fais, j'essaie de un peu diviser les séances par rapport à l'année. Disons que je fais une partie de préparation générale au début de l'année quand. Un peu comme dans tous les sports. Ouais, exactement. Donc, plutôt des circuits, des choses longues. Dans l'hiver, on travaille plutôt sur la force. Ouais. Dans la salle de bloc, moi, Ouais, c'est ça, un peu, je fais que de l'escalade maintenant. Et puis, vers là, c'est la bonne la saison de diff, tu vas grimper en falaise. Exactement, c'est tout ça. En tout cas, j'essaie de changer un peu. Mais en fait, du coup, au final, tu as quand même une structure d'entraînement où tu te dis, voilà, je reprends doucement avec un peu ce qu'on pourrait appeler de la préparation physique générale. Après, l'hiver, quand c'est pas les bonnes conditions pour grimper dehors, je vais faire vraiment de la force dans la salle de bloc et tout. Parce que c'est hyper important d'entretenir sa force. Même pour tout ce qui est aussi conserver sa masse musculaire. Plus on vieillit, en plus, plus on a tendance à perdre de la masse musculaire, donc c'est hyper important de stimuler ça, même en faisant juste du bloc, comme tu disais, pas forcément en faisant des tractions lestées, etc. Ouais. Mais rien que le fait de forcer dans les blocs, ça entretient cette masse musculaire, et souvent la masse musculaire est aussi corrélée à un indicateur de santé. C'est-à-dire que plus on a de masse musculaire, jusqu'à une certaine limite, en meilleure santé on va être, parce qu'on va avoir un meilleur métabolisme, on va avoir moins de graisse corporelle, niveau des hormones et tout ça va aussi aller mieux. Donc c'est hyper intéressant de garder cette part d'entraînement de force. Et après, du coup, comme tu disais, la grimpe vraiment plaisir en falaise quand c'est la saison, c'est un super bon schéma au final parce que tu vas quand même progresser un peu. Enfin, j'imagine que tu progresses toujours un peu aussi. Se poser un objectif, ça, c'est très important, je trouve, pour travailler pour quelque chose. Du coup, par rapport à cette partie un peu objectif, moi, c'est quelque chose, c'est un conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut progresser. Du coup, je te pose la question, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui est un grimpeur intermédiaire, pour remettre un petit peu de contexte pour nos auditeurs, là actuellement on est dans une salle Arcos, ce serait quelqu'un qui grimpe dans du rouge et qui commence à toucher les prises noires. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui voient à peu près à quel niveau ça correspond. Quel conseil tu me donnerais à cette personne-là qui souhaite progresser, qui est à peu près dans ce niveau intermédiaire? Vraiment un conseil où tu te dis, si la personne elle entend ça, ça va l'orienter dans sa pratique et elle va en tirer quelque chose. Moi, je dirais qu'elle est chercher ses limites toujours, non? Mais surtout essayer de changer un peu les stimulations. Parce que quand on arrive à nos limites, le risque de rester là, c'est dû au fait qu'on fait toujours les mêmes choses. Ouais. Et donc, en bout de moment, il faut un peu différencier. Donc, sur les blocs, toujours le même niveau. Ouais. Passer à faire un peu d'escalade sur corde. Okay. Pour se stimuler dans un autre qualité physique. Et puis ça pourrait être aussi juste par exemple dans le bloc où au lieu de faire tout le temps du bloc d'intensité max, faire un peu plus de volume. Comme tu disais, des circuits peut-être un peu plus longs, ou alors faire plus de blocs dans la séance mais d'intensité un peu moindre. C'est hyper intéressant. Changer la stimulation, pas rester toujours là. Si on fait un peu un parallèle, ce serait pas de changer les exercices ou de changer votre manière de grimper, mais vraiment changer le stimulus que vous allez mettre. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire tout le temps de la force max tout le temps, ça peut être intéressant dans une période de stagnation de faire un peu plus comme tu disais, de la conti, ce que maintenant nous on appelle un peu la force critique ou l'endurance. On peut l'appeler un peu comme on veut. Au final c'est la même chose. C'est cette endurance fondamentale qui va permettre aussi après d'avoir d'autres adaptations comme des meilleurs capillaires. Donc ça va mieux oxygéner, que ce soit les avant-bras, même les gros muscles, les biceps, les épaules et tout. Ok, donc vraiment ce truc de mixer les intensités quand tu arrives à un plateau. Et je trouve que c'est aussi intéressant par rapport à la prévention des blessures, parce que le fait de faire tout le temps la même chose en termes d'intensité, vous allez avoir tendance à moins bien récupérer, à plus souvent vous blesser. Donc si on prend l'exemple typique d'un grimpeur qui s'y connaît pas trop en entraînement, ça va être tout le temps du bloc max. Je veux faire tout le temps le bloc le plus dur à la séance, etc. Si vous faites tout le temps ça, au bout d'un moment, votre corps il va vous dire stop et vous allez vous blesser. Et alors que si vous variez un peu les intensités, votre corps va avoir le temps de s'adapter, récupérer, etc. Et du coup, ça m'amène à la dernière question. Ce serait un peu comment gérer la blessure. Je sais pas si toi, tu as déjà eu du coup des blessures dans ta
ta carrière. Comment tu as un peu géré ça, etc. Là, c'est vraiment un peu la partie personnelle. Comment gérer une blessure et de nous faire part un peu de ton expérience par rapport à ça. Ouais, j'ai eu une blessure de poulie. J'étais opéré à la poulie de l'annulaire. Annulaire. Ouais. Et à l'épaule. J'ai cassé deux ligaments. Ligament. Coiffe de rotateur. Ouais, c'est là, coracomerale et coracobrachial. Coracobrachiale, exactement. Et en fait, là, la gestion de la blessure, c'est très important normalement parce que ce qu'on a, c'est qu'on veut et de recommencer tout de suite l'escalade. De pas prendre le temps de s'entraîner. Mais là, le plus important, c'est de pas arrêter l'entraînement carrément. En fait, il faut justement... Il faut continuer à bouger, quoi. Ouais, continuer à bouger, juste pour la tête. Et en tout cas, tout ça, il va aider le corps après, quand il peut commencer à se rebouger dans une façon plus spécifique. Ouais, donc pas hésiter aussi à faire d'autres activités. Parce que si par exemple, comme tu disais, tu te fais opérer à l'épaule, ça va être compliqué de grimper même dans du facile. Donc je sais pas, pourquoi pas se faire un peu de course à pied, de sport qui stimule d'autres parties du corps. Donc tu récupères un peu la fonctionnalité de la partie blessée. Recommencer très progressivement. Recommencer dans une autre façon, mais jamais d'arrêter son corps. C'est super important comme conseil. Et plus du coup, là je vais me concentrer sur la poulie parce que c'est une blessure qui est vraiment très fréquente chez les grimpeurs. Est-ce que tu te souviens comment c'est arrivé et combien de temps t'as mis un peu à récupérer ton niveau d'avant? Si tu peux un peu nous parler de ça, un peu de tes souvenirs par rapport à cette blessure. C'était il y a longtemps ou c'était Ouais, c'était j'étais opéré 95, ok. 95. Ouais, donc ça fait un moment. J'avais une inflammation à la poulie, normalement, comme il se passe. Okay. Ils mettaient le strap pour pas avoir mal, pour sentir la douleur. Et bon. Et ça s'empirait, enfin ça guérissait pas. C'était pire. En plus, le strap, il va inflammer, enflammer. Donc ça met de la friction. Ouais. Et du coup, c'était une poulie partielle, une poulie totale. C'était un poulie totale. Ah oui, une poulie totale et tu strappais quand même. Okay, exactement. Un peu en mode no pain no gain. Exactement. J'ai pas géré très bien après, souvent, quand ça nous arrive et que c'est la première fois, on sait pas trop quoi faire. Et justement, c'est pour ça que je pose ce genre de questions dans les podcasts, etc. Comme ça, la glace, les anti-inflammatoires et tout ça. Moi, je le déconseille direct les anti-inflammatoires parce que ça va ralentir le processus de guérison. Mais ouais, c'est des choses où quand on le sait pas, on se dit bon, on a mal, on prend un petit anti-inflammatoire ou un Doliprane ou un truc et puis ça va passer. Et en fait, pas du tout. Et est-ce que tu te souviens un peu entre le moment où tu t'es dit ok là il faut vraiment que je fasse quelque chose, donc le moment où tu t'es fait opérer et le moment où tu as recommencé à grimper proche de ton niveau d'avant blessure, il s'est passé à peu près combien de temps? Est-ce que ça t'a pris 3 mois, 6 mois? Disons sur les deux blessures, soit le doigt que l'épaule, ils sont passés depuis l'opération 8 mois, disons. Okay. Après 8 mois, j'étais à peu près là vers le niveau que tu avais avant. Donc ça peut prendre du temps. Mais après, ça veut pas dire que tu as arrêté de grimper pendant 8 mois. Comme on disait juste avant, si ça se trouve, 2 mois après l'opération, tu as déjà recommencé à bouger, regrimper un petit peu dans du facile, faire des exos de kiné, par exemple. Il faut surtout rester proactif par rapport à la blessure. Et ça, ça donne l'impression que tu es en train toujours de t'entraîner, de faire quelque chose pour récupérer et progresser. Et même pour le mental, c'est super important parce que tu vois les petites étapes, tu te vois progresser, etc. Et c'est super intéressant. Je pense qu'on a un peu tout dit par rapport à tout ça. Il y a eu beaucoup d'informations. C'était un super partage d'expérience. En tout cas, je pense qu'on aurait pu en parler pendant un peu des heures parce que dans chaque sujet, on a envie de rentrer dans les détails. J'aurais beaucoup aimé parler plus de l'ouverture par exemple, parler aussi beaucoup plus d'entraînement, éventuellement rentrer en détail dans ton expérience d'entraîneur, etc. Mais là, le but de l'interview, c'était surtout d'avoir une approche un peu globale et surtout de voir un peu dans les grandes lignes qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant. Et au final, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes. Là, ce qui me vient en tête, c'est ce que tu disais, c'est un peu ce thème de faire des doubles séances, prépa physique, escalade,
En fait, même si la forme, c'est-à-dire on va s'entraîner plus en salle qu'en falaise maintenant, etc. Enfin, même si la forme ça a changé, le fond ça reste un peu le même. Et moi je trouve ça hyper intéressant de voir que même si la science elle évolue, même si la pratique elle évolue, au final on se rend compte qu'il y a des schémas qui marchent et qu'on essaye en fait tout le temps de les répliquer, de les améliorer, etc. Et moi je trouve que c'est comme ça aussi que la pratique elle évolue. C'est pas en changeant du tout au tout ce qu'on a l'habitude de faire, mais plus en essayant d'optimiser un peu des petits détails. Comme tu disais, ce truc des jours de repos. Avant, on prenait pas du tout de jours de repos. Maintenant, c'est devenu la norme de prendre des jours de repos. Voilà, c'est plein de petites nuances comme ça où en fait, ça change pas énormément de choses d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue théorique, concret, ça change énormément, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin du coup pour les auditeurs, si tu as envie de faire passer un petit message comme ça La grimpe elle est belle. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, je te serre la main. Merci.